Bon, mais pour terminer, comme je n'aime pas parler de conclusion, j'appelle ça ouverture au pluriel. Alors jusqu'à présent, donc, j'ai déroulé le fil de mes recherches en laissant plus ou moins de côté leur inscription dans l'ensemble des recherches universitaires. Cette inscription mérite néanmoins d'être signalée et elle se joue à deux niveaux. Le premier est presque interne, il concerne l'inclusion de mes travaux dans une présentation plus collective. Je vais parler des ouvrages que j'ai coordonnés ou des sommes auxquelles j'ai participé. Alors j'en ai déjà fait apparaître quelques cas et j'en citerai bientôt 2 ou 3 autres. Le second niveau est plus intéressant. Il s'agit de 2 problèmes qui sont posés à moi assez vite dès l'instant où j'ai commencé à travailler sur la Guyane. Le premier s'est même posé d'emblée. Sous quel chapeau disciplinaire devais-je placer mes travaux? J'en ai un peu parlé au début. Le second est arrivé peu après. De quelle ère culturelle dépendaient des recherches portant sur une société créole? Je l'ai dit dès mon introduction, en parlant de ma formation et de mon entrée à l'Orstom, j'ai été recruté comme sociologue, alors que ma formation et mon tropisme me destinaient plutôt à l'ethnologie. Je l'ai précisé aussi, je ne voyais pas vraiment de différence fondamentale entre les 2 disciplines dès l'instant où elles étaient tournées vers des objets de volume restreint. La question en fait était celle donc du rapport au terrain. C'est d'ailleurs peut-être parce que les événements m'ont obligé à œuvrer d'abord sous l'appellation de sociologue que j'ai attaché tant d'importance tout au long de mon parcours au terrain en tant que principal pourvoyeur des données sur lesquelles on pouvait asseoir une analyse. Par ailleurs, ce statut premier de sociologue m'a permis de travailler sur une société créole en l'occurrence, sans avoir à m'en justifier dans le milieu sur lequel je travaillais. Car à l'époque, dans les années 60 donc, la pratique ethnologique sur des objets relevant de sociétés contemporaines considérées comme modernes était encore timide. L'ethnologie restait essentiellement réservée aux sociétés qu'on disait primitives. Or, en Guyane, ces sociétés étaient représentées par les minorités amérindiennes et marronnes, que les créoles et les Européens désignaient précisément comme primitives à cette époque. Et c'était pas si loin, le temps n'était pas si loin, on disait sauvage, même bon, un peu évolué. Utilisée dans le contexte guyanais, l'appellation primitive avait perdu le sens que lui avaient donné au départ, évidemment, les sciences sociales. Elle entendait, mais ça vient toujours des sciences sociales. Les sociétés, en ethno, on parlait des sociétés primitives, etc. Ça vient toujours de là, l'ethnie, etc. Communauté, peut-être moins. C'est le dernier en date. Donc, dans le contexte guyanais, cette appellation avait perdu son sens, le sens que lui donnaient les sciences sociales. Elle voulait désigner les gens qui n'entraient pas dans le cadre du monde civilisé, en fait. Les créoles, eux, appartenaient à ce monde-là, civilisé, et le revendiquaient en rejetant justement les minorités ethniques à ses marges. À cette époque, ils étaient ouverts aux immigrés, ou au moins à leurs enfants, qui, je parle toujours des créoles, là, hein, qui, élevés en Guyane, parlaient leur créole et partageaient leur culture. J'ai pu constater moi-même à la fin des années 60 qu'il n'y avait souvent pas plus farouchement guyanais que les enfants de Martiniquais ou de Saint-Lucien, nés en Guyane. Et même à la limite, plus farouchement xénophobes, si je puis dire. Ça arrivait aussi. C'est assez banal d'ailleurs, je crois. Mais je l'ai dit, l'assimilation a un jour cessé d'être triomphante et, pour se protéger des immigrants, dont ils redoutaient désormais la concurrence, les créoles ont voulu être considérés à leur tour comme une ethnie. Dans une espèce de classique invention de la tradition, à la manière dont les historiens britanniques Hobsbawm et Ranger l'ont posé, certains ont cherché à remettre au goût du jour toutes les pratiques qui pouvaient jouer en ce sens. L'entraide collective dite Mayouri, dont je vous ai parlé, en analysant les fondements de la construction culturelle en milieu rural après 1848, a fait l'objet, cette entraide, de reprises volontaristes, souvent médiatisées, pour bien montrer l'existence et le socle des créoles en tant que groupe bien défini. Mais l'étude de cette reprise ne relevait pas d'une approche ethnologique selon les critères des puristes, qui ne voulaient inclure dans leur horizon que des sociétés donc non contaminées par l'Occident.
Mieux valait donc, pour s'y confronter sans risque, enfin en tout cas sans risque de reproche stérile, continuer à œuvrer en tant que sociologue. Et là, ça m'a aidé d'être sociologue. C'est en ce sens que je disais que je n'avais pas eu à me justifier. Ce débat autour du pur et de l'impur peut sembler archaïque, il l'est de fait, mais à l'époque, ces notions étaient florissantes. Puis est venu l'élargissement du champ de l'ethnologie aux sociétés occidentales et l'arrivée en France d'une anthropologie débordant son précédent cadre purement physique. Moi, quand j'ai fait mes études au Musée de l'Homme, on avait des cours d'anthropologie physique, mais on mesurait des indices crâniens ou des choses de ce genre. C'est ça qu'on appelait anthropologie en France. Bon. Désormais, ici aussi, les domaines du social, du culturel ou de l'économique pouvaient relever, je situe à cette époque, d'une approche désignée comme anthropologique. Cette ouverture a sensiblement modifié la donne dans l'approche des Amériques noires. C'est ce que j'ai montré dans un article de 2010 destiné à la revue des cahiers d'études africaines qui fêtait son cinquantenaire. À la nécessité première d'une sociologie du monde créole en Guyane s'était progressivement substituée celle d'une anthropologie de la créolisation, engageant une approche à la fois plus large et plus étroitement comparative des marrons et des créoles dans un contexte migratoire de plus en plus prégnant. Avec l'arrivée des sociétés marronnes et plus particulièrement de la société Djouka dans le champ de mes investigations de terrain, la question de l'ère culturelle de rattachement des sociétés sur lesquelles je travaillais s'est donc posée avec une acuité nouvelle. Bon, je l'ai dit au début de ma présentation, comme j'avais auparavant reçu une formation essentiellement américaniste, lorsque je suis entré à l'Orstom, j'ai d'abord désigné la Guyane comme lieu d'affectation possible, puisque c'était le seul endroit implanté, un seul centre implanté dans les Amériques. Or, on m'a demandé d'y mettre en œuvre une étude de la société créole. Comme mon travail était placé sous la bannière de la sociologie, je n'ai pas eu à me soucier du fait que peut-être ce type de société ne relevait pas de l'ethnologie pour laquelle j'avais été formé. En fait, pour moi, j'ai déjà dit, c'était dans le rapport au terrain que s'y situait la ligne de démarcation, fluctuante au demeurant, entre les deux disciplines. Pourtant, d'aucuns pouvaient estimer qu'entre créole et marron passait précisément cette ligne de démarcation. En Guyane, les Amérindiens et les Noirs marrons intéressaient les ethnologues, tandis que les créoles n'avaient jamais intéressé personne, il faut dire, si j'ose le dire, mais bon, jusqu'à ce que moi je m'en occupe, parce qu'on me demande de m'en occuper. Les Noirs marrons, qui avaient été surnommés par l'un des chercheurs, je l'ai cité également, les Africains de Guyane, pouvaient sembler relever naturellement de l'ère culturelle africaine. Les Amérindiens étaient évidemment à leur place dans l'ère culturelle américaine, qui se confondait largement avec une ère amérindienne. Oui. L'ambiguïté de la position des Amériques noires, pour reprendre l'expression de Bastide, dans cette opposition des aires culturelles concernées, n'a jamais été très confortable. Et même vraiment, c'est un euphémisme pour les chercheurs qui travaillent sur les sociétés qui en dépendent. Personnellement, j'ai été affecté un bon moment au Centre d'études africaines, à l'École des hautes études en sciences sociales, dans le but de l'ouvrir, enfin c'est ce qu'on m'avait demandé, aux Afriques hors d'Afrique. C'était l'expression dans la présentation du centre. Je dois signaler que le tropisme de certains chercheurs de ce centre était alors trop exclusivement africaniste pour trouver un véritable intérêt à investir ce genre d'ouverture, mais enfin elle a existé néanmoins. J'ai été membre du comité de rédaction de la revue Cahiers d'études africaines, publiée par l'École des hautes études, donc, et liée au centre du même nom. J'ai personnellement écrit quelques articles que j'ai cités dans cette revue. Ils portaient d'ailleurs beaucoup plus sur les créoles de Guyane ou de la Martinique que sur les marrons, que j'ai fréquentés plus tardivement. Mais je dois dire qu'à l'exception d'un numéro spécial que j'ai moi-même organisé en 1997 sous le titre « La Caraïbe des îles au continent », les contributions à la revue concernant cette région sont quand même restées assez rares. Indéniablement, le champ de la recherche en sciences sociales était structuré en aire culturelle assez rigide. Il était déjà peu habituel de concevoir un ouvrage collectif strictement localisé à la Guyane, mais mettant en cause plusieurs groupes différents. C'est alors pas dans quelle aire culturelle ça se situait. C'est quand même ce que nous avons fait, Gérard Collomb et moi-même, dans un livre intitulé « Histoire, identité et logique ethnique », sous-titre « Amérindiens, créoles et noirs marrons en Guyane ». C'est aux éditions du CTHS et c'est paru en 2008. Plus difficile encore était-il de se libérer des limitations de cette structuration
pour positionner cet objet hybride qu'étaient les Amériques noires. Même le domaine un peu plus circonscrit de la Caraïbe restait inclassable, bien qu'aux Antilles, il donne lieu à des manifestations culturelles assez dynamiques. C'est pour lutter contre le caractère un peu sclérosant de ce concept que j'ai jugé utile de mettre sur pied un séminaire de recherche portant sur une thématique ancrée dans la réalité de la Caraïbe et des Amériques noires. Alors, ce séminaire a été mis en place en octobre 1988. Je l'ai monté en collaboration avec Diana Rehulman, ethnolinguiste au CNRS, qui était rattachée à l'INELCO, un laboratoire de Languezou. C'est dans les locaux de l'INELCO que nous avons d'abord assuré ce séminaire qui était intitulé « Pratique et discours identitaires à partir de la Caraïbe et des Amériques noires ». Le principe en était le suivant. Un thème était dégagé et redéfini chaque année en fonction des données de terrain renouvelées, mais toujours placé sous le chapeau englobant des discours et des pratiques identitaires repérés en ces années-là comme particulièrement significatifs dans la Caraïbe. Chaque séance examinait la question sous un angle comparatif en introduisant, à la suite de notre interrogation première, des exposés portant sur d'autres aires culturelles. L'idée était de donner une visite plus grande à cet espace de la Caraïbe et des Amériques noires sans pour autant les enclaver. Il ne s'agissait pas de faire une aire culturelle de plus, bon, ce qui n'a pas beaucoup de sens, mais un lieu où ça pouvait exister dans un jeu comparatif. La première période de ce séminaire a d'ailleurs donné lieu à une publication sous notre direction, et le titre en est « Jeux d'identité, études comparatives à partir de la Caraïbe ». C'est paru en 1993 chez l'Harmattan. Le livre privilégiait trois domaines particuliers d'expression des questions identitaires, les enjeux de la langue et de l'écriture, le rôle des savoir-faire et le rapport à la rationalité tel qu'il apparaît dans le champ thérapeutique de la magie et de la religion. À partir de 1993, en relation avec mon affectation au Centre d'études africaines, ce séminaire a été relocalisé dans les locaux de l'EHESS. En 2004, Diana Rehulman ayant pris sa retraite, j'ai demandé à Jean-Luc Bonnel et Anne-Marie Lauchancy de me rejoindre pour poursuivre ce séminaire qui était toujours le seul lieu à Paris où l'on tentait de faire exister cette ère culturelle qui n'en était pas une, Caraïbes, Amérique noire. Bon, c'est dès lors sous l'intitulé « Anthropologie des sociétés post-esclavagistes, recherche comparée à partir de la Caraïbe et des Amériques noires » que ce séminaire s'est poursuivi. Les organisateurs ont évidemment été renouvelés depuis lors. Il a existé jusqu'à maintenant, mais il est suspendu cette année, mais suspendu uniquement, et la nécessité de maintenir à Paris un lieu où traiter de ces questions semble néanmoins acquise. Il devrait être repris l'an prochain, sous l'égide de Kalir Gériadis, Véronique Boyer et Maude Laëtier. Bon, je pense en avoir terminé avec ce long parcours, mais je m'aperçois que j'ai oublié de citer un ouvrage que j'ai écrit il y a bien longtemps et qui correspondait à une somme de travail assez importante. Cet ouvrage s'appelle « La question créole et cette sociologie sur la Guyane française ». Il a été publié en 1982 par les éditions de l'Orstom. Bon, et avant de clore, je voudrais surtout préciser qu'ici, nous avons été accueillis par ce bureau et celui de ma collègue Maude Laëtier, qui a été mon étudiante et dont j'ai eu le plaisir, il y a un bon moment déjà, de diriger l'excellente thèse sur les Haïtiens en Guyane.